La pluie lyonnaise s'abattait de côté, claquant contre les fenêtres de la cuisine, tandis que j'arrosais une blanquette de veau et surveillais l'horloge comme si elle me devait de l'argent. La sonnette retentit avec force, l'une de ces sonneries qui traversent toute la maison. J'essuyais mes mains sur un torchon et m'y dirigeais, déjà irrité avant même de tourner la poignée. Mon nom est Arnaud Dubois. J'avais 42 ans quand cela est arrivé. J'en ai 66 aujourd'hui et je raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Je vivais à Lyon à cette époque, dans une maison qui avait plus de mètres carrés que de bon sens. 2 uniformes se tenaient sous la lumière du porche, trempés et la mâchoire serrée. L'aîné avait un visage carré et des yeux qui clignaient rarement. Son insigne indiquait Fournier. Le plus jeune, le maire, ne parvenait pas à garder ses coudes immobiles. La pluie goûtait de leurs casquettes et formait des flaques à leurs bottes. « Monsieur Dubois », dit Fournier, d'une voix aussi stable qu'une règle. « Il y a eu un accident grave sur la rocade Est. Le véhicule est enregistré au nom de votre épouse, Éléonore. Les premiers intervenants n'ont signalé aucun signe de vie. L'identification est toujours en cours. » Pendant une seconde, je fus vide. Puis, une chaleur monta dans ma gorge et je l'avalais comme une mauvaise gnôle. « Vous vous trompez de maison, dis-je. Éléonore est à l'étage. Elle se repose. Elle a des migraines quand il pleut comme ça. » Le maire jeta un coup d'œil à Fournier, puis à moi, puis de nouveau à la pluie, comme si le temps pouvait arranger les choses. « Monsieur, nous devons confirmer, » dit le maire. « C'est la procédure. »« Très bien, » dis-je. « Suivez-moi. » Nous montâmes. Mes bottes résonnaient sur le parquet massif que j'avais payé avec 10 ans de labeur. La maison sentait le romarin et le bouillon riche, et il me semblait obscène que le dîner continue de cuire pendant que nous la traversions. Nous arrivâmes dans le couloir, et je montrai du doigt la chambre parentale. Depuis l'embrasure de la porte, on pouvait distinguer une forme sous la couette. Une chevelure châtain, soigneusement disposée. Fournier s'arrêta net et approcha sa main de son étui. Pas dessus, juste assez près pour faire passer un message. Le coude de le maire frôla sa radio. Je vis leur formation s'activer comme un générateur. « Madame Dubois ?» appela Fournier, plus doucement maintenant. « Madame, êtes-vous en mesure de répondre ?» Le silence. Il entra, lentement, 2 doigts tendant vers la couverture comme si elle pouvait mordre. Il souleva un bord et se figea. Le visage ne bougea pas. La peau n'était pas de la peau. Les membres étaient étranges, lourds et inertes. Pas une personne. Un mannequin de vitrine dans l'un des pulls molletonnés d'Éléonore, calé pour faire illusion au premier coup d'œil. Fournier laissa la couette retomber. « Monsieur Dubois, où est votre épouse ?» Sa voix avait perdu ses bords doux. Je haussai les épaules parce que je n'allais pas lui donner les mois que j'avais passés à me préparer. « Elle s'allonge ici quand sa tête lui fait mal, » dis-je. « Elle a dû aller à la salle de bain d'amis. Elle fait ça quand la lumière la dérange. » Le maire regarda autour de lui, voyant trop et pas assez. « Monsieur, nous allons avoir besoin que vous nous accompagniez au commissariat, » dit-il. « Nous devons éclaircir cette situation. »« Heureux de coopérer, » dis-je. Je gardais ma mâchoire ferme et ma respiration plus silencieuse que la pluie. Fournier scruta le plafond, les coins, le placard. Mes yeux glissèrent, là où je le voulais, derrière lui, vers le minuscule trou d'épingle au-dessus de la tringle du placard où une lentille de la taille d'une lentille nous observait. Je lui jetai un bref regard et laissai échapper un petit sourire, juste assez pour desserrer le nœud dans ma poitrine. En bas, le lave-vaisselle ronronnait comme un voisin qui chuchote à travers un mur. À travers le plancher et à 2 pièces de là, derrière les étagères à vin, une porte en acier tenait sa note comme une voyelle basse et constante. « Descendons, » dit Fournier. « Après vous ?» dis-je, reculant dans le couloir et les guidant vers les escaliers. Nous nous dirigeâmes vers les escaliers. Fournier devant, le maire derrière moi. La maison craquant, comme si elle ne voulait pas de compagnie. Je gardais mes mains visibles et lentes. La rampe était froide sous ma paume, le genre de détail que votre cerveau saisit quand tout le reste est trop bruyant. À mi-chemin, Fournier dit « La cuisine, c'est bon ». Et je hochais la tête parce que c'était déjà là que je les emmenais. Je sentais l'odeur de la blanquette devenir douce et collante,
et je détestais que cela donne à la pièce une impression de normalité. Je ne venais pas d'une famille riche. Mon père est parti quand j'avais 17 ans, laissant une marque sur le mur et une boîte à outils que je possède toujours. Les parents de ma mère m'appelaient un gentil garçon qui serait toujours en retard, comme si c'était un acte de naissance. J'ai appris la ferronnerie parce que le fer et le feu ne me mentiront pas. J'ai commencé par les petits boulots, grilles, supports, réparations agricoles, puis les moyens, escaliers, poutres, cadres d'enseigne. J'ai fondé Ferronnerie du Bois dans un atelier loué près du faisceau ferroviaire des Brotteaux, où les trains sifflaient toute la nuit et les rats avaient l'ancienneté. À 28 ans, j'avais 3 équipes, un atelier à Vénissieux qui me donnait des frissons quand je l'ouvrais avant l'aube, et des contrats sur 2 rénovations de façades haussmanniennes qui mettaient notre nom sur des calepins que je n'avais même pas apportés. À 32 ans, sur le papier, ma valeur nette dépassait les 27,4 millions d'euros. Bien que cela ne me semble jamais réel, quand je raclais le laitier d'une soudure en hiver. Le papier et l'argent sont cousins, pas jumeaux. J'ai épousé Éléonore Moreau le premier automne, où nous étions en avance sur tout, quand la banque ne possédait pas mon sommeil. Elle avait des pommettes qui pouvaient ne couper une corde et une façon d'entrer dans une pièce comme si elle lui devait déjà quelque chose. Sa mère, Madame Thérèse, n'a jamais pensé que j'étais à la hauteur et l'a dit de 100 petites manières. Nous avons acheté à Écully parce que les écoles étaient propres et les rues serpentaient autour des arbres comme si la ville les avait oubliées. J'ai installé une cage de football au-dessus du garage et j'ai fait semblant que c'était pour moi jusqu'à ce que notre garçon, Léo, commence à marquer des buts depuis le trottoir. À 11 ans, il pouvait intercepter un tir enroulé comme s'il était né avec un sens inné du timing. Les photos de famille donnaient l'impression que nous maîtrisions tout. Des citrouilles en octobre, des feux d'artifice en juillet, toute la vie brodée. Les repas du soir disaient la vérité. « Tu n'es jamais là », disait Éléonore, les bras croisés, les cheveux parfaits, même un mardi. « Je construis pour nous », répondais-je, et je le pensais, même quand les heures nous rongeaient. Mon associé, Maxime Saint-Pierre, est arrivé quand nous nous développions plus vite que mes mains ne pouvaient me suivre. C'était un homme que je croyais alors. Costume impeccable, ongles plus propres que les miens, 35% de l'entreprise, et un flair pour les affaires que je ne voyais pas venir. Il commandait du vin sans regarder les prix et appelait les chefs d'équipe par leur prénom comme s'il avait manié un marteau de sa vie. Madame Thérèse brandissait l'héritage à chaque fête comme une marque que nous ne parvenions pas à acquérir. Elle levait les yeux au ciel quand j'apportais des tableaux Excel à sa table de salle à manger, me tapotait l'épaule et m'appelait le domestique avec un titre. Je souriais parce que je pouvais encaisser les coups. Plus tard, j'ajoutais une colonne au budget et coupais quelque chose qui ne manquerait à personne. Les appels et les sourires ont changé en premier. Le rouge à lèvres d'Éléonore est passé du discret au voyant, des couleurs qui s'annonçaient avant qu'elle ne dise un mot. Les chemises de Maxime sont devenues plus ajustées autour de sa poitrine suffisante, comme s'il soulevait quelque chose de plus lourd que du papier quand il ne travaillait pas. Léo croyait toujours que papa et maman étaient soudés, m'annonçant les jeux depuis le terrain comme si rien ne pouvait se briser si l'on regardait assez fort. Je continuais à me présenter à ces matchs en bottes poussiéreuses et casquettes propres, criant les scores et prétendant que le sol sous nos pieds ne bougeait pas. Madame Thérèse maintenait ses commentaires en continu comme un téléscripteur. « Pense à l'avenir de Léo », disait-elle, tapotant son verre de vin avec une bague qui coûtait plus cher que certains vieux fourgons sur lesquels j'avais soudé des supports. « Ton entreprise a besoin de raffinement », ajoutait-elle, un regard vers Maxime, comme s'il était un miracle qu'elle avait commandé juste à temps. Il faisait un clin d'œil à la pièce. « Je m'occupe du raffinement », disait-il. « Arnaud s'occupe des étincelles. » Je riais avec eux parce que j'aimais cette division du travail. Cela avait du sens. Puis ça n'en a plus eu. J'observais les schémas parce que c'est ce qui m'empêchait d'être pris au dépourvu par le métal. Éléonore commença à verrouiller son téléphone et à annoncer ses cours de poterie comme si cela lui rapportait un salaire. Elle affichait un nouveau sourire qui ne m'appartenait pas, et elle le gardait même dans les disputes qui auraient dû le faire fondre.
L'agenda de Maxime se remplissait d'après-midi quand le mien se vidait. Personne ne disait rien à voix haute, mais l'air de notre maison a pris une nouvelle langue et cessa de me traduire. Nous arrivâmes à la cuisine et je désignai la table. « Asseyez-vous si vous voulez, » dis-je. Fournier tira une chaise avec sa botte et garda ses yeux en mouvement. Le maire prit le côté opposé et regarda mes mains comme si elles pouvaient pousser des dents. « Un café ?» demandai-je, tendant déjà la main vers la cafetière et empilant 3 tasses sur le comptoir. Je versai le café lentement pour ne pas le renverser, posai 2 tasses devant les agents et gardai la mienne en main. La vapeur me frappa le visage et tout à coup, je me retrouvais dans notre arrière-cuisine. Même odeur d'humidité, de savon et de mensonges déguisés en routine. Un jeudi, Éléonore était rentrée avec 2 heures de retard. La porte claquant comme si elle voulait que je l'entende. Elle sentait l'alcool de bar, essayant de se cacher sous une menthe. « Dîner stratégique avec Maxime », dit-elle, retirant ses talons, comme si elle terminait un quart de travail que je ne savais pas qu'elle faisait. « Ça a traîné, ne commence pas. » Je jetai un coup d'œil au calendrier familial épinglé sur le tableau en liège. Il n'y avait pas de dîner dessus. « Quand as-tu programmé ça ?» demandai-je, gardant ma voix neutre. Elle haussa les épaules et me dépassa, déjà en train de faire défiler son téléphone. Je la regardais monter à l'étage et compter jusqu'à 20, parce que 20, c'est suffisant pour m'empêcher de dire quelque chose de nucléaire. Le lendemain matin, je m'assis dans le SUV, la radio éteinte et ouvris l'historique GPS. Le trajet s'illumina comme une confession. La voiture était restée garée pendant 1h30 dans le garage d'un hôtel de design du quartier Confluence, le genre d'endroit qui propose des menus d'oreiller. Je fixai l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Mon pouls ne changea pas. J'ai juste senti une porte se fermer en moi. Je ne l'ai pas confronté. J'ai appelé mon jeune frère Fabien. Il a répondu à la 2e sonnerie, la voix rauque mais stable. Il avait les tremblements de la sobriété, pas de la peur, et cela me le rendait toujours plus fiable. « J'ai besoin que tu écoutes, pas que tu réagisses. » dis-je et je lui exposai tout. Il me laissa respirer, puis il dit « Ne riposte pas au premier coup, mec. Attends le second. Le second dit la vérité et ne te cassera pas les dents. » C'était sa façon de dire. Joue le long terme. Il avait raison. Il l'était presque toujours. J'ai engagé quelqu'un qui vivait dans le long terme. Sophie Dumas m'avait été recommandée par un entrepreneur qui portait un uniforme avant de porter une ceinture à outils. C'était une ancienne de la police militaire avec un regard qui mesurait les gens comme du bois. Elle parlait par rafales courtes et mesurées, comme si chaque phrase coûtait de l'argent. J'exposais ce que je savais et ce que je soupçonnais. « La couverture est importante, dit-elle. Nous avons besoin de raisons d'être là où nous serons. » Elle se présenta 2 jours plus tard, en tablier de café, un plateau à la main, une boîte de capsules d'espresso et des reçus dans l'autre, jouant la livraison. En moins de 10 minutes, elle cacha une caméra sténopée dans un spot encastré de mon bureau et en glissa une autre dans les chevrons du garage, inclinée vers la porte latérale où des empreintes de chaussures apparaissaient toujours les jours de pluie. Elle partit avec un joyeux « profiter du café », comme si elle nous avait vendu une carte de fidélité. 5 longs jours ne furent que de l'ordinaire. Le 6e jour, l'arrière-cuisine se remplit du genre de preuves dont on ne se remet pas. La vidéo montrait Éléonore plaquée contre le mur, les mains de Maxime sur sa taille. Elle l'embrassait comme si la scène avait été répétée et que j'étais déjà de la poussière. Je la regardais une fois sans le son, puis rejouais les 10 dernières secondes une fois. C'était tout ce dont j'avais besoin. Plus aurait été de l'automutilation. Cette nuit-là, je m'assis à la table de la salle à manger avec mon grand livre ouvert et la calculatrice allumée. Je fis les calculs comme une prière à laquelle je ne croyais pas. S'ils me retirèrent de l'échiquier, Madame Thérèse pourrait entrer au tribunal avec un sourire, réclamer la garde de Léo et bénir Maxime pour qu'il ruine mon entreprise en appelant cela de la gérance. J'imaginais le visage de Léo à 11 ans, la façon dont il suivait un tir enroulé et souriait comme si le monde l'écoutait. Ma mâchoire se serra, mes mains restèrent instables. Je ne me suis pas déchaîné. Je n'ai pas jeté de verre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau répertoire, tapé le nom Opération Phénix et appuyé sur Entrée.
Je fixais le nouveau nom de dossier brillant sur mon écran, puis fermais l'ordinateur portable et le portais au bureau parce que rester immobile ne me sauverait pas. Maxime arriva 30 minutes plus tard. Sentant le parfum et la confiance, jetant un paquet d'ordres de modification sur mon bureau comme des pourboires. Nous examinions ligne par ligne quand son téléphone, face cachée, s'éclaira et commença à jouer pour toute la pièce car il avait oublié de couper le haut-parleur. Assurance vie dirigeant, calendrier, date d'engagement, dit une voix, coupée, comme un homme qui facturait à la syllabe. Maxime saisit l'écran et le fit taire maladroitement, les joues rougies sous son rasage parfait. Il força un rire qui n'atteignit pas ses yeux. « Du spam !» dit-il. « Il cible les cadres. »« Bloquez-le. » Alors, dis-je, mon stylo stable sur la marge. J'inclinai la tête comme si j'avais cru à la blague et ajoutai 2 repères mentaux. Assurance vie dirigeant. Calendrier. Sophie Dumas s'assit dans ma salle de conférence cet après-midi-là, avec un bloc-notes et une mâchoire serrée comme un étau. Elle fit glisser un imprimé sur la table. Texte noir sur blanc qui me glaça le ventre. Tiré d'une sauvegarde cloud, dit-elle. Votre femme a demandé si Rémi pouvait déplacer les identifiants et si le travail d'échafaudage semblerait être un accident bizarre. Elle tapota l'horodatage. Ils ne sont pas subtils. Rémi, dis-je, et un visage que je connaissais apparut. Rémi Bertrand, un arrangeur, qui avait autrefois aidé un client dans une affaire de fraude d'entrepôt que nous avions démêlée. Le genre de gars qui pouvait faire passer une barre à clous pour un acte de gravité. Je sortis un téléphone prépayé d'un tiroir verrouillé, composait le numéro que Sophie avait pour lui, et attendit 2 sonneries. Il répondit comme si nous avions un déjeuner de prévu. « Oui, c'est Arnaud Dubois, dis-je. Je veux que tu retournes ta veste. Je te paierai le triple de ce qu'on t'a promis. » Je nommai un chiffre qui ferait cligner un homme honnête et se redresser un escroc. Il ne réagit même pas avec une fausse indignation. « Vous voulez que je vous fasse disparaître ?» dit-il, la voix plate comme du béton. « Non, dis-je. Je veux que tu la fasses disparaître, elle. » Il réfléchit 3 secondes, peut-être 4. « Vous achetez la roue, dit-il. Mais la route ne vous plaira peut-être pas. »« Je la paverai, dis-je. Et je raccrochai après avoir fixé un rendez-vous dans un coin aveugle pour échanger les détails. Le plan qu'ils avaient échafaudé était laid et efficace. Je devais être dans notre chantier de la presqu'île un vendredi à 15h15 de l'après-midi. Coincé entre un échafaudage et un chariot élévateur qui aurait dérapé dans une allée étroite. Ce serait bruyant, ce serait rapide, ce serait fatal si la physique coopérait. Le versement de mon assurance vie dirigeant était de 9,8 millions d'euros. Avec ma disparition, Maxime pourrait faire circuler de l'argent dans des sociétés écrans au nom de compléments alimentaires, appelant cela de la diversification de fournisseurs, tandis qu'Éléonore apprendrait à pleurer sur commande et serrer des mains lors de soirées caritatives. J'ai retourné la situation. J'ai programmé une fausse inspection de chantier de l'autre côté de la ville qui me placerait devant des caméras et loin de tout chariot élévateur. J'ai demandé à Sophie de suivre Éléonore toute la journée. J'ai dit à Rémi de simuler une collision latérale près de Saint-Genis-Laval en utilisant une voiture leurre et un peu de théâtre. Le choc aurait l'air désordonné, mais survivable pour un témoin avec un téléphone portable tremblant et une histoire qu'il voudrait raconter au dîner. Pendant ce temps, j'ai fait appel à un expert en sinistre qui savait comment les premiers rapports sont rédigés quand les choses le sont chaudes et enfumées. Nous nous sommes assis avec mon avocat, maître de la Croix, un homme qui mangeait du papier au petit déjeuner et travaillait le langage pour l'identification préliminaire, afin qu'elle tienne un temps suffisamment long sans franchir une ligne qui pourrait mordre plus tard. Tout ce que nous avons construit devait être propre. Je n'allais pas en prison pour avoir été plus intelligent que 2 amateurs qui se prenaient pour des requins. Fabien a pris le poste que je ne pouvais pas, celui avec le visage que j'aimais le plus. Il s'est assis avec Léo à l'entraînement de foot et l'a gardé loin de notre quartier tout l'après-midi. Hot dog, graines de tournesol et histoire sur l'OL, à des époques où nous prétendions qu'ils étaient des prétendants. Il m'envoyait des SMS qui ressemblaient à des bulletins météorologiques. Ciel dégagé, enfant souriant, ne te loupe pas.
L'aménagement de la cave avait été réalisé une semaine plus tôt sous le couvert d'une extension de cave à vin, car les inspecteurs s'ennuient quand ils voient quart de l'argent investi dans des passe-temps. Derrière les étagères, une pièce insonorisée, avec une porte en acier si bien classée qu'elle me fit sourire d'une manière qui ne me plaisait pas. Je l'ai approvisionnée comme si nous attendions une tempête, me suis-je dit. Eau, bain protéiné, couverture, un lit de camp, des toilettes qui n'avaient pas besoin de plombier, une horloge sans aiguille. Je me suis dit que je donnais à Éléonore la disparition qu'elle voulait, moins le soleil et les cartes postales. Madame Thérèse n'arrêtait pas de faire sonner mon téléphone comme un métronome. Brunch, stabilité pour Léo, des liens sur les pères en deuil et l'épuisement professionnel des cadres avec des citations en gras, comme si je ne savais pas lire. Je lui ai répondu d'une manière neutre, comme on répond à un voisin curieux qu'on veut garder de son côté de la clôture. J'apprécie votre préoccupation, nous gérons. Nous avons dîné un dimanche chez elle, parce que Refusé aurait allumé tous les radars qu'elle possédait. Elle a versé du vin et m'a regardé comme si j'étais un mécanicien qui s'était garé sur la place du propriétaire. Le métallier, dit-elle, souriant d'une manière qui montrait les dents. Toujours si pratique. Le pratique empêche les toits de tomber, dis-je, découpant une blanquette qui n'avait aucun goût. Maxime portait une nouvelle montre et s'assurait que toutes les mains à table la voient. Il faisait tourner le cadran avec son pouce, vérifiait l'heure comme s'il se synchronisait avec un emploi du temps invisible, puis glissait un clin d'œil à Éléonore si rapidement que la plupart des gens l'auraient manqué. Pas moi. Je l'ai noté. J'ai tendu la main vers le sel et le lui ai passé sans la regarder. Le vendredi arriva, gris et glissant, le genre de journée qui fait mentir les freins et les gens se tromper de distance. J'ai passé la matinée à construire des alibis comme des carreaux de sol, des emails horodatés, un inspecteur de chantier qui m'a serré la main devant 2 caméras, un reçu de café avec mon nom écrit en gros comme un panneau d'affichage. En début d'après-midi, le ciel était bas et menaçant sur le sud de la ville. À 14h47, mon téléphone vibra sur le siège passager. Sophie, Éléonore vient de tourner sur la montée de Choulan. Seule, pas de ceinture. Je répondis par une seule lettre parce que je n'avais plus de souffle. Les essuie-glaces battaient un métronome régulier tandis que je regardais l'horloge ramper. À 14h59, Rémi entra en action. Il maîtrisait la chorégraphie par cœur. Une collision latérale à basse vitesse qui avait l'air plus grave qu'elle ne l'était. Un craquement qui fit halter les civils. Puis, un échange discret vers le leur tandis que la fumée et les cris créaient un écran. Une autre voiture arriva pile au bon moment. 2 témoins la bouche ouverte et les téléphones à mi-chemin. Le genre de personnes qui racontent des histoires à voix haute lors des barbecues. À un pâté de maison, je vis la traînée de flammes et laissai mes épaules s'écarter comme un homme acceptant le mauvais temps. La scène semblait irrécupérable à quiconque voulait y croire. Le feu et la fumée déformèrent les formes. Les effets personnels firent le reste. Son portefeuille, un bracelet qu'elle portait à chaque dîner stratégique, une trace de fond de teint sur un pare-soleil. Notre expert se tenait là où il devait, nourrissait les bonnes phrases aux bonnes oreilles et marquait une identification préliminaire à partir des bijoux et du portefeuille avec la formule standard, sous réserve de procédure finale. Maître Delacroix appela pour confirmer le libellé. « Vous êtes couvert pour l'instant, dit-il. Gardez votre récit précis. » Je lui dis que je comprenais et raccrochais parce que je ne voulais pas plus de mots dans ma tête. À 15h22, le SMS de Rémi arriva. Colis sécurisé. Il suivit d'une 2e ligne. Évanoui, aucune marque visible. J'expirai une fois et rentrai chez moi à la vitesse réglementaire comme un homme qui n'enfreignait jamais les règles. J'ai dressé la table de la salle à manger comme une page de magazine, parce que les mensonges ont besoin de plus d'accessoires que la vérité. Des bougies alignées, des assiettes centrées, des serviettes en lin, propres comme si elles attendaient de la compagnie. J'ai glissé le gratin de macaroni préféré de Léo dans le four pour le garder au chaud et laisser le beurre et le cheddar imprégner la maison d'une odeur de sécurité. Cela me mettait en colère que ça fonctionne. Le coup à la porte résonna à 16h11, net et définitif. J'ouvris la porte à Fournier, son chapeau à la main, la pluie sur ses épaules, et le maire à ses côtés, avec un visage qui n'avait pas encore appris à se cacher. Fournier garda sa voix égale.
Monsieur Dubois, je suis au regret de vous informer qu'il y a eu une collision mortelle sur la rocade Est. Le véhicule est enregistré au nom de votre épouse. L'identification préliminaire suggère... » Il ne termina pas parce qu'il n'avait pas besoin de le faire. Mon regard devint vide, sans aucun jeu d'acteur. Le vide vous trouve si vous restez immobile. Elle est à l'étage avec une migraine, dis-je, rapidement et fermement, comme un homme corrigeant une erreur administrative. Venez, vous pouvez vérifier. Je les fis monter les escaliers, mes bottes résonnant, tournai au coin et les conduisis dans la chambre où la couette traçait un contour net sous la lumière douce. Fournier s'approcha et inspira avant de toucher quoi que ce soit. La formation lui parlait avant ses yeux. Il écarta le tissu du bout des doigts et rencontra un visage de silicone portant le pull d'Éléonore. Sa mâchoire se serra. « Monsieur Dubois, dit-il, la voix devenue plate, nous avons besoin que vous veniez au commissariat pour répondre à quelques questions. »« Je viendrai, dis-je, hochant déjà la tête. Donnez-moi 10 minutes pour appeler l'entraîneur de Léo. Il est à l'entraînement. J'ai besoin de quelqu'un pour le ramener plus tard. » Fournier jeta un coup d'œil à Lemaire, puis à moi, et fit un bref signe de tête. Le protocole peut être humain quand il le veut. Je me dirigeai vers la cuisine, composai le numéro de Fabien et gardai ma voix basse. « Ne ramène pas Léo à la maison ce soir, dis-je. Emmène-le manger des frites et des burgers. Fais-en une longue histoire. J'expliquerai plus tard. » Il ne demanda pas pourquoi. Il dit « compris » et raccrocha pour faire ce qu'il fallait faire. Au sous-sol, derrière cette porte en acier, Éléonore dormait. La sédation la rendant douce et plus jeune d'une manière qui me tordait l'estomac. Je me tins près du lave-vaisselle, remplis un verre et bus de l'eau jusqu'à ce que le verre soit sec. Le verre frappa le comptoir et la maison bourdonna comme une gorge qui se racle. Puis les coups commencèrent sous mes pieds. À plat, rapide, sans rythme, juste la peur essayant de traverser l'acier à coups de pied. Je me dirigeai vers la porte du sous-sol, allumai le moniteur et son visage remplit le cadre, les yeux écarquillés, les cheveux collés à son front, comme si la sueur les avait collés là. « Arnaud !» dit-elle, la voix assez douce pour faire semblant d'être sucrée, puis se durcissant. « Où suis-je ? Qu'as-tu fait ?» Je ne l'ai pas laissé chercher. « En sécurité, dis-je, et très loin. » Ma voix ne trembla pas. J'avais épuisé cette option en moi-même des jours auparavant. Elle tourna sur place, cataloguant ce que j'avais construit. Des murs blancs et propres, un petit évier en acier inoxydable, un lit de camp qui n'avait pas l'air invitant. La porte scellée d'une manière qui disait la vérité sans se vanter. Et l'horloge sans aiguille, un cercle de rien qui faisait du temps une rumeur. Sa gorge travailla comme si elle avait avalé une pierre. « Tu ne peux pas me garder ici, à main, » dit-elle. « J'appellerai la police tout de suite. Je les ferai te traîner hors de ta propre maison et te mettre en cage. » Elle s'approcha de la caméra comme si la proximité pouvait la briser. « Ils pensent que vous êtes peut-être morte dans cet accident, » dis-je. Ils me l'ont dit à 16h11, préliminaire seulement. Ils resteront prudents jusqu'à ce qu'ils n'aient plus à l'être. Je laissai les mots s'installer entre nous comme une table à laquelle personne ne voulait tirer d'une chaise. Elle me traita de fou, avec un rire qui appartenait à une autre pièce. Puis elle pleura, pas joliment, et puis elle pivota brutalement. « Ce n'était pas comme ça avec Maxime, court, dit-elle. Tu es devenu froid. J'avais besoin de quelqu'un pour écouter. C'est juste arrivé. Et puis, ça s'est compliqué. » Elle essuya son visage du revers de la main et tenta de trouver ma pitié. « Ce n'est pas juste arrivé, dis-je. Vous l'avez planifié, vous l'avez budgétisé, vous avez acheté du rouge à lèvres pour l'accompagner. » Je gardai ma voix égale parce que la perdre est un cadeau que vous offrez gratuitement à l'adversaire. À l'étage, les appels commencèrent à cascader. Madame Thérèse arriva la première avec rapidité et volume. Le chagrin, comme un spectacle. « Appelle-moi, ma chérie. Je suis au-delà de la dévastation, dit-elle. Tu dois être anéantie. Je peux prendre Léo pour une semaine. Je peux le prendre plus longtemps si tu as besoin de reprendre des forces. Je m'occuperai de la logistique. Toi, concentre-toi sur la guérison. » Elle étira le mot « guérison » comme une guimauve. « Je gère Léo, » dis-je. Nous restons dans la routine. Il en a besoin. Je l'entendis inspirer pour une dispute, puis ravaler parce que l'apparence compte. L'inspecteur Fournier repassa.
la pluie sur sa veste, sa casquette sous le bras. Il laissa une carte sur la console de l'entrée et parla calmement. « Appuyez-vous sur vos voisins, monsieur Dubois. Les gens voudront aider même s'ils ne savent pas comment. Nous resterons en contact au fur et à mesure des formalités. » « Je peux faire du café à emporter si vous le souhaitez, » dis-je, la main déjà sur le placard. « J'ai des contenants qui voyagent. » Il secoua la tête comme un homme qui connaît la valeur des limites. « Merci, mais je suis en service, » dit-il. Le protocole, c'est le protocole. Quand la porte se referma derrière lui, je retournai au moniteur et tapotai le flux qui montrait le salon. « Tu devrais voir ça, » dis-je à Éléonore. « Garde les yeux ouverts. » Madame Thérèse arriva avec une étreinte qui dura 3 battements de trop. Le parfum emplissait le pas de la porte comme une revendication. Puis Maxime entra derrière elle avec des fleurs et un visage triste qui ne lui allait pas. Comme un masque que quelqu'un d'autre avait porté en premier et qu'il avait emprunté en retard. « Il est cela, » dis-je, doucement et clairement. « Il dit qu'il s'occupera de l'entreprise pour moi pendant que je guéris. » Elle tenta de garder son visage immobile et échoua. Le tressaillement fut rapide, mais il était là. Cela ressemblait à un tampon de confirmation. Elle déglutit. « Léo ?» demanda-t-elle, trouvant enfin le seul nom qui comptait. « Que vas-tu lui dire ? Que va-t-il penser de ce qui est arrivé à sa mère ? On lui dira que sa mère est morte rapidement. » Dis-je ? On lui dira que tu l'aimais. La vérité le blesserait d'une manière qui ne cicatrise pas correctement. Je n'allais pas laisser cela être sa marque. « C'est un enlèvement, » dit-elle, plus doucement maintenant, comme si la pièce lui volait son volume. « Tu ne peux pas m'enfermer dans une boîte parce que tu as mal. Tu ne peux pas me faire disparaître parce que tes sentiments sont devenus bruyants. Ce sont les conséquences, dis-je, pour ce que toi et Maxime avez essayé de me faire, pour ce que vous auriez fait à Léo si ça avait marché. » Je laissai le moniteur porter mes mots et gardai mes mains immobiles le long de mon corps. Elle recula de la caméra et s'assit sur le lit de camp, les mains si serrées que ses jointures devinrent blanches. Je coupai le son et laissai la vidéo. Sa bouche bougeait, mais je n'avais pas besoin des mots. J'avais besoin de silence plus que tout. Je remontais, laissais la maison respirer et ignorais les SMS qui s'accumulaient en blocs disgracieux. Je lavai les 2 tasses que nous n'avions pas utilisées, essuyai le comptoir jusqu'à ce qu'il couine et vérifiai les verrous de la porte qui menait en bas. Le métal était frais sous ma paume, exactement comme je l'avais conçu. Puis je m'assis sur les marches du sous-sol, de mon côté de l'acier, et n'écoutais rien. Je restais là jusqu'à ce que mes jambes s'engourdissent et que le seul son qui restait soit ma propre respiration, allant et venant comme un travail. Au matin, mes jambes fonctionnaient à nouveau, et la semaine suivante se transforma en chaleur et en paperasse. Je vivais de café, de recherche de l'acte judiciaire et de feuilles de calcul, tandis que Léo vivait de son club de foot et de la patience de Fabien. Fabien m'envoyait des résultats de matchs et des photos du sourire tordu de Léo, et je laissais cela être ma richesse. Olivier Roussel, notre comptable, n'était pas un cerveau, c'était un voleur prudent. Il avait transféré 3,8 millions d'euros dans des sociétés écrans anodines au nom de vitamines et d'équipements de sport. Vitalis, Fortex, Éclat pur, assez fade pour se cacher à la vue de tous. J'ai sorti les grands livres, recoupé les identifiants des fournisseurs et encerclé les mêmes fautes d'orthographe comme s'il s'agissait de miettes de pain laissées par un loup paresseux. J'ai envoyé un agent en costume bon marché. Vrai nom, Camille Bernard. Sur le papier, c'était une auditrice médico-légale externe. En personne, elle avait l'air de quelqu'un qui se garait dans les zones de remorquage parce qu'elle le pouvait. Elle entra dans le bureau d'Olivier avec une lettre de mise en demeure formelle et un dossier qui chantait des exemples de factures, des numéros d'acheminement et une copie de l'arborescence des sociétés écrans, tracée en rouge. « Vous avez jusqu'à midi, » dit-elle, « ou nous passons à l'étape supérieure et impliquons le conseil juridique. » Olivier céda en 40 minutes, devant un sandwich qu'il avait à peine touché. Il commença par des excuses, glissa vers des apologies et atterrit sur des noms. « C'était Maxime, » dit-il, la voix moite et faible. Il a créé les sociétés écrans. Il a dit que nous réconcilierions après le trimestre. Camille lui tendit un enregistreur et un stylo. Il livra les clés des comptes,
les sociétés écrans et un email avec la voix d'Éléonore parlant du timing du chariot élévateur pour qu'il n'y ait personne. J'écoutais l'extrait dans mon camion et serrais le volant jusqu'à ce que le cuir proteste. J'appelais Maxime depuis le téléphone de mon bureau et souris au voyant rouge clignotant de l'enregistreur. « Nous avons un examen de conformité en cours, dis-je. Vous devez être là à 8 heures pour les questions. » Sa panique traversa la ligne comme de l'acide de batterie. « C'est une chasse aux sorcières, dit-il. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de nettoyer. » Il trébucha et j'entendis une deuxième ligne cliquer. Il pensait m'avoir mis en sourdine. « Lavez tout, dit-il à quelqu'un que je ne reconnus pas. Organiser un vol. Pas Lyon-Saint-Exupéry, un plus petit. Il revint, essoufflé. « Arnaud, tu réagis de manière excessive. »« Je réagis exactement, dis-je. Soyez ici à 8 heures. » Je raccrochai et sauvegardai le fichier 2 fois. Je voulais que cette bande sente le savon au tribunal. Pendant ce temps, Madame Thérèse tenta de transformer le chagrin en levier. Elle déposa une requête d'urgence pour obtenir la garde temporaire de Léo, citant mon état d'incapacité et mon insomnie. Un voisin aurait observé. Maître Delacroix et moi nous rendîmes au tribunal avec des sourires assez tranchants pour couper des enveloppes. Nous aurons besoin des relevés financiers complets de Madame Moreau. La mère, dit Maître Delacroix au greffier. Le champ d'application inclut son association caritative. L'assignation révéla tout. 2 fils se croisèrent là. De l'argent des sociétés écrans de Maxime vers une association caritative présidée par Madame Thérèse, étiquetée « Soutien de programme ». Maître Delacroix fit glisser les imprimés au juge d'un pouce soigné. La juge ne s'y a pas. « Madame Moreau, dit la juge, regardant par-dessus ses lunettes, cela ressemble à une manœuvre. » Elle se tourna vers l'avocat de Madame Thérèse. Requête rejetée. Avertissement émis concernant les dépôts frivoles et les sanctions potentielles. La bouche de Madame Thérèse bougea, mais aucun son n'en sortit. Je gardai mes yeux sur le banc et hochai la tête une fois. Puis, je rassemblai les pièces que la conviction, glissai l'ordonnance estampillée dans mon dossier et franchis les portes du tribunal jusqu'aux marches. J'appelai Sophie en mouvement et dis « Feu vert, presse-le, feu vert, presse-le », dis-je à Sophie, et je sortis directement des marches du tribunal pour me consacrer à la tâche de maintenir la pression là où je le voulais. Avant qu'elle ne retire l'épingle, je voulais qu'un uniforme surveille ma place pour des raisons qui paraissaient impropres. J'ai appelé Fournier et lui ai demandé s'il pouvait passer pour vérifier un fourgon suspect que je voyais près du coin depuis que la nouvelle était tombée. Il se gara au bord du trottoir 10 minutes plus tard, les mains décontractées, les yeux vifs, et nous avons parlé football pendant 8 minutes sur le porche, pendant que la rue faisait semblant de ne pas écouter. Il a posé des questions sur la frappe de Léo, et j'ai demandé si la défense de l'OL apprendrait un jour à tenir un avantage. Puis, j'ai laissé l'énergie nerveuse faire le reste. J'ai un trafic que je ne reconnais pas depuis l'accident, dis-je. Les gens ralentissent. Je semble probablement paranoïaque. L'association caritative de Madame Thérèse est aussi dans l'actualité, et je me demande toujours s'il y a un lien. Je fis passer cela pour un excès de confidence, la façon dont un homme sous stress décharge des détails qu'il ne devrait pas. Il hocha la tête comme s'il avait entendu pire de meilleurs hommes. « Nous ferons passer une patrouille quelques fois de plus, dit-il. Continuez à documenter ce que vous voyez. Cela nous aide à vous aider. » Il laissa une deuxième carte sur la table près de la porte et me dit d'appeler si quelque chose semblait étrange après la tombée de la nuit. Je le remerciai et regardai ses feux arrière disparaître au bout du pâté de maison avant de retourner au travail. La lettre de l'auditeur atterrit sur le bureau de Maxime juste après le petit déjeuner. Presque au même moment, le drapeau de conformité se déclencha sur un transfert précipité qu'il essaya de faire passer par une banque régionale. Une véritable unité de lutte contre la criminalité en col blanc. Pas les types qui louaient un badge, intervint avec une pile de papier serré et moins de mots qu'un enterrement. Sophie m'envoya un pouce levé et une localisation, et je me rendis à son immeuble et pris position derrière un pilier de l'autre côté de la rue, une main sur mon téléphone, l'autre sur une pierre froide pour stabiliser ma tête. Maxime sortit en trombe, comme s'il pouvait échapper à la paperasse. Les véritables insignes intervinrent, placèrent leurs mains là où il fallait et lui lurent ce qu'il lisait.
Il cria à la chasse aux sorcières et à son avocat et à quelque chose sur les climats politiques. Et pas une seule fois, il ne prononça le nom d'Éléonore à voix haute. Ce silence m'en dit plus que n'importe quel grand livre ne l'avait jamais fait. Il ne la protégeait pas. Il se protégeait lui-même. En bas, à la maison, Éléonore regardait l'arrestation sur son écran. La caméra la surprit pressant son front contre le métal, son souffle embuant la lentille une seconde, les yeux fixés comme si elle pouvait traverser les pixels. « Sait-il que je suis vivante ?» demanda-t-elle, la voix assez petite pour tenir dans une poche. Je laissai le silence me répondre et remis la vue sur le coin vide de la pièce où l'horloge sans aiguille marquait le temps en ne faisant rien. Madame Thérèse appela 1 heure plus tard, la voix modulée comme celle d'un consultant annonçant de bonnes nouvelles. « Arnaud, je veux te conseiller sur une déclaration de presse, » dit-elle. « J'ai des relations avec les médias. Je peux encadrer cela d'une manière qui honore Éléonore et protège la marque. » Je mis le téléphone sur haut-parleur, activai l'enregistrement et gardai mon ton reconnaissant avec juste assez de fêlure pour que cela passe. « Que proposez-vous » demandai-je et la laissai remplir l'air de mots comme gestion, continuité et confiance du marché. Elle offrit de gérer l'entreprise avec Maxime à court terme, comme si l'arrestation était un problème d'emploi du temps et non un crime. Je dis que j'y réfléchirais et lui donnai 1 heure pour une réunion qui n'était pas facultative. 2 jours plus tard, elle glissa dans une salle de conférence avec un foulard qui coûtait plus que le salaire d'1 mois de soudeur et s'assit comme si la chaise lui devait déférence. Je fis glisser un mince dossier sur la table contenant les confirmations de virement des sociétés écrans de Maxime vers son association caritative, étiquetée « Soutien de programme », avec des dates correspondant à ses discours d'encouragement. Elle ne s'y a pas. Elle cligna simplement lentement des yeux, fronça la bouche et chercha des larmes comme si elle se trouvait dans le tiroir du haut. « Ceci est déformé, » dit-elle. « J'essayais d'aider des communautés. Vous souffrez et vous cherchez des coupables au lieu de guérir. » « Non, » dis-je. Je regarde des chiffres. Ils ne guérissent pas. Il parlait. Je me tins près du dossier et laissai le clic résonner. Puis je sortis et laissai Maître Delacroix lui envoyer une lettre, lui interdisant de s'approcher de mon fils, jusqu'à ce qu'une meilleure version d'elle-même apparaisse. Je n'attendis pas de réponse parce que je n'en avais pas besoin. Le week-end fut clair et bleu, le genre de ciel qui fait chanter plus fort les battes en aluminium. Léo s'élança sur un tir et l'envoya par-dessus la clôture pour la première fois de sa vie, la balle filant comme si elle croyait enfin en elle-même. Il courut les bases lentement, les épaules en arrière comme un enfant qui pense que le temps l'écoute quand il parle. Je me levai et applaudis jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. La balle de Léo franchit la clôture et le bruit de la foule s'estompa dans mes oreilles, comme si quelqu'un avait coupé un fil. 2 jours plus tard, nous étions au 11e jour en bas et Éléonore demanda enfin un face-à-face. J'entrai le code, ouvris la porte en acier et tirai une chaise en face d'elle. L'air à l'intérieur sentait le métal propre et la peur qui n'avait nulle part où aller. Je m'assis comme un homme qui en avait fini de jouer la défense. Pourquoi ne pas simplement divorcer ? Dit-elle, les mains serrées, les yeux fixés sur ma bouche, comme si elle voulait me prendre en flagrant délit de mensonge. Prendre la moitié, dis-je, faire de Maxime un martyr, ouvrir la porte à Madame Thérèse pour qu'elle s'empare de Léo. Non, merci. Je laissai cela s'installer. Elle comprenait les maths. Elle l'avait toujours fait. « Tu penses que c'est la justice ?» demanda-t-elle. Sa voix avait du mordant, mais cela ne fit pas mouche. « Je pense que c'est moi qui m'assure que Léo grandisse la tête haute et que mon entreprise respire, dis-je. Toi et Maxime étiez en train d'écrire une fin différente pour nous. Je l'ai déchirée. » Elle fixa ses mains si longtemps que j'entendis l'horloge sans aiguille tic-taquer dans ma tête. « Qu'est-ce qu'il va m'arriver ?» dit-elle finalement. « Il y a 2 chemins, dis-je. Tu peux rester ici et être un fantôme pour toujours, ou tu acceptes l'exil que j'ai déjà organisé. » Je me penchai suffisamment pour qu'elle voie que je le pensais. La version fantôme est propre et cruelle. L'exil est plus propre. Elle déglutit. L'exil comment ? Tu quittes le pays sous un nouveau nom, dis-je. J'ai un travail discret à ranger, de l'argent avancé,
et quelqu'un qui peut te trouver une location sans question. Il n'y a aucun contact avec qui que ce soit d'ici. Pas d'appel, pas de lettres, pas de publication. Tu vis modestement et tu vis discrètement. Elle cligna fortement des yeux et trouva la seule question qui comptait pour elle. « Vais-je revoir Léo un jour ?»« Non, dis-je sans aucun adoucissement. Il croit que tu es morte rapidement. Il croit que tu l'aimais. C'est le seul bon souvenir que tu puisses lui laisser. Je ne lui enlèverai pas ça pour que tu te sentes mieux. » Elle pleura alors. Pas fort, pas joliment. Le genre de pleurs qui apparaît quand le dernier mensonge quitte la pièce. Je gardais la bouche fermée parce que toute parole aurait brisé quelque chose que je devais garder intact. Quand elle eut fini, elle essuya son visage avec sa manche et hocha la tête comme on signe un colis. « J'irai, » dit-elle. « Je veux une chose. Envoie-moi une photo de lui quand il aura son diplôme du lycée. »« J'y penserai, » dis-je. C'était la seule phrase que je croyais à ce moment-là. Je me levais, exposais les règles comme des outils sur un établi et m'assurais qu'elle pouvait les répéter. Je glissais un téléphone bon marché par l'interstice, avec 9 numéros programmés et un numéro qui comptait. « Ne l'utilise que si tu saignes ou si tu brûles, » dis-je. Sinon, il reste dans un tiroir. Je laissais un sac de sport avec des vêtements qui n'attireraient pas les regards et une paire de chaussures qui ne couineraient pas sur le carrelage. J'appelais Fabien depuis les escaliers. 3 jours, dis-je. L'aube, nord. Il ne demanda rien de stupide. Je ferai le plein du camion et mettrai la radio basse, dit-il. Nous avons tracé un itinéraire qui restait sur de longues étendues et des caméras ennuyeuses. Sophie me donna 2 noms de motels qui oubliaient les visages comme modèle commercial. 3 jours plus tard, je me réveillais avant les alarmes et préparais un café assez fort pour tenir debout tout seul. La maison était bleue de la lumière du matin quand Éléonore monta avec un pull à capuche et une casquette, sac de sport à ses pieds, les yeux secs parce qu'elle n'avait plus de larmes. Fabien prit les clés sans la regarder, ouvrit la porte et attendit qu'elle monte. Personne ne dit au revoir. Les montagnes se dressaient à l'horizon, faisant semblant de ne rien voir. Je passais la journée à l'atelier et à l'entraînement de Léo, et partout où il n'y avait pas de fenêtre. Le crépuscule finit par recouvrir les toits. Fabien entra par le garage et posa les clés de mon camion sur le comptoir, comme s'il rendait une clé à molette empruntée. « Tu as fini ?» demanda-t-il. « Loin de là, » dis-je. Il hocha la tête une fois et me laissa la cuisine. Cette nuit-là, je dormis 8 heures sans me réveiller. Je me réveillais après ce sommeil de 8 heures et posais les 2 pieds au sol, comme si je plantais un drapeau. La période suivante se transforma en calendrier et en facture et en un garçon qui n'arrêtait pas de grandir hors de ses crampons. L'entreprise ne mourut pas. Elle grandit. Nous avons ouvert un 2e atelier près de Saint-Étienne dans une structure métallique qui chauffait à midi, puis une unité préfabriquée à Clermont-Ferrand où le vent ne se taisait jamais. J'ai embauché une COO nommée Isabelle Leclerc qui était plus intelligente que moi en chiffres et n'hésitait pas à me dire où j'étais têtu. Elle fermait son ordinateur portable et disait « Le flux de trésorerie aime l'ennui ». Et je hochais la tête et laissais l'ennui nous enrichir. Les années se sont estompées. Je les ai vécues avant de m'asseoir pour raconter ça. Les projets s'accumulaient, les camions tournaient, les soudeurs montaient en grade et mon téléphone a cessé de sonner comme une sirène. Maxime plaida coupable de fraude fiscale, de détournement de fonds et d'un chef d'accusation de complot. Il a eu 12 ans, en a purgé 8 et est sorti avec une nouvelle coupe de cheveux et des chaussures moins chères. Des chaussures moins chères. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'en avais pas besoin. Un homme qui doit acheter de nouveaux noms dans un centre commercial s'est déjà condamné lui-même. Olivier a coopéré et a déménagé dans la Creuse pour se faire petit. Chaque décembre, il m'envoyait une carte de Noël avec un bonhomme de neige ou une église. Je ne les ouvrais pas. Je les alignais dans un tiroir de mon bureau, bord à bord, une bande blanche qui me rappelait à quelle vitesse les gens se vendent, pour rien. Peut-être que j'aimais l'ordre de la chose. Peut-être que j'aimais la preuve qu'il n'oubliait pas ce qu'il avait fait. Madame Thérèse a trouvé une nouvelle association caritative à présider. Un salmigondis de mots à la mode sur le leadership et les résultats communautaires. Nous ne nous sommes pas parlé. Elle a envoyé à Léo
des bons de réduction pour des choses qu'il n'achetait pas, des bougies parfumées, des kits de repas bio, des réductions dans un salon, et appelait ça de l'amour. J'ai arrêté d'envoyer des SMS de remerciements parce qu'il a arrêté de me donner les enveloppes. Léo grandissait comme une mauvaise herbe. D'abord, ce fut un permis de conduire et moi faisant semblant de ne pas serrer la poignée passager. Puis, un bal de promo où il est arrivé dans un smoking de friperie et s'en est bien tiré. Puis, une chambre d'étudiant à 2 régions de là où il a appris à cuisiner des œufs et à payer le loyer et à m'appeler le dimanche pour parler de rien. Il disait « Tu as déjà essayé la fonte ?» Et je disais « J'en construis ». Et nous rions comme si nous voulions dire la même chose. J'ai eu des relations après un certain temps. Rien de cinématographique. Des cafés et des chaussures de randonnée et des femmes qui avaient leur propre travail et leurs factures et n'avaient pas besoin que je les sauve. Nous avons parcouru les sentiers des monts du Lyonnais et parlé de budget et de chiens et de ce que la neige fait à votre humeur. Personne n'a demandé à emménager. Je n'ai pas demandé non plus. Le calme convient mieux quand on l'a mérité. Parfois, je regardais la porte du sous-sol soudée derrière les étagères à vin et ressentais du dégoût et du soulagement en même temps. C'est une combinaison minable. Je vérifiais les soudures avec mes yeux, comme si elles pouvaient se desserrer d'elles-mêmes. Puis je remontais et mettais 2 assiettes de toute façon, parce que les habitudes vous font sentir en sécurité, même quand vous savez mieux. L'été où Léo a obtenu son diplôme universitaire. Le soleil chauffait les gradins jusqu'à ce que l'arrière de mes genoux colle. Ma casquette était à l'envers, parce que je fais encore des bêtises avec les chapeaux, comme si j'avais 18 ans. Je m'assis avec d'autres parents en lunettes de soleil bon marché et attendis que son nom coupe une liste de 1000. Le haut-parleur crépita, la foule murmura, et tout semblait une machine qui avait décidé d'être gentille pour un jour. À mi-chemin de la cérémonie, je la vis au dernier rang, en tenue simple, casquette basse, les mains serrées comme si elle les tenait ensemble pour ne pas trembler. Elle ne fit pas de signe. Elle ne pleura pas. Elle murmura juste « Je suis désolée ». L'air dans ma poitrine devint mince une seconde, puis il revint. Elle avait enfreint la règle de non-apparition. J'aurais pu activer l'interrupteur que j'avais mis en place pour des moments comme celui-là. Je ne l'ai pas fait. C'était le jour de mon fils, pas le mien ni le sien. Ils appelèrent sur son nom et il traversa la scène comme s'il savait exactement où ses pieds devaient être dans ce monde. J'applaudis jusqu'à ce que mes paumes picotent et sifflai une fois parce qu'il aimait toujours ce sifflet stupide. Après, sur le parking, il arriva souriant et plus grand que moi, casquette de travers, cravate lâche, les yeux brillants comme de l'acier fraîchement forgé. Je le serrai fort dans mes bras. « Ta mère aurait été fière », dis-je calmement. Il hocha la tête, non pas parce qu'il avait besoin de ces mots, mais parce qu'il savait que j'avais besoin de les dire. Il sourit. « Tu as faim ?» demanda-t-il. « Je meurs de faim. » Cette cérémonie était une prise d'otage. « Réparons ça », dis-je, lui tapais dans le dos et le dirigeais vers le camion.